Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la musique. Alors, on connaît cette expression, elle adoucit les mœurs, mais pas seulement, elle nous permet de travailler dans de meilleures conditions. On en parle avec Guillaume Descotte, il est le fondateur de Vialma, qui est une plateforme de streaming jazz et musique classique. On en parle avec lui dans quelques instants. La pause café, comme chaque mercredi, avec Fanny Griesmer. Ça nous est tous arrivé un jour, au moins un mail, 2 mails et pas de réponse. Ça s'appelle le ghosting. On en parle avec elle. Ça agace énormément, ce ghosting. On fera le point avec Fanny dans sa pause café. Le cercle RH, quelles sont les entreprises et les secteurs plébiscités par les jeunes diplômés universitaires, écoles d'ingénieurs? On fera le point évidemment à travers cette étude Harris Interactive et Epoca. Ces jeunes ont un avis tranché sur ce premier emploi. On fera le point à travers cette étude instructive. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, bien c'est la fin des contraintes Covid et justement les parcs d'attractions ont réouvert leurs portes. C'est le cas évidemment du parc Astérix et ils recrutent. On en parlera avec la responsable recrutement. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, et quand on dit bien dans son job, c'est parfois bien dans sa musique, parce que c'est agréable, il faut le dire, de pouvoir, tout en écrivant, en envoyant un mail, en travaillant, pouvoir écouter de la musique. Alors on a parfois un casque, évidemment, on le voit parfois dans les bureaux, et c'est un outil très utile pour améliorer la performance. On en parle avec Guillaume Descotte. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Alors vous n'êtes pas avec nous physiquement, évidemment on le déplore, vous êtes fondateur de Vialma. On aurait bien aimé évidemment vous avoir avec nous pour parler musique et jazz. Vous êtes le fondateur de cette plateforme de streaming dédiée à la musique classique et au jazz. D'abord, avant de parler de la méthodologie, de la manière dont on accède à cette plateforme, comment ça vous est venu? C'est quoi votre histoire, Guillaume, pour avoir eu cette idée assez géniale? Alors déjà, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, c'est vrai. Et en fait, j'ai eu un accident, je me suis bloqué le dos et donc je vais écouter ma playlist juste après pour adoucir Ben oui. la douleur et je vais m'allonger peu de temps après notre interview. Donc je suis vraiment désolé. Prenez soin de vous. Comment l'idée m'est venue? Comment l'idée m'est venue de monter Vialma. En fait, tout est dans notre nom, Vialma. Ça veut dire vivre avec les merveilles de l'art. Et quand j'ai lancé la plateforme il y a quelques années, je m'étais dit qu'en fait il y avait pas vraiment de marque sur Internet qui permettait à tout le monde de passer un très bon moment avec les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, pour enrichir son quotidien de façon vraiment très simple et adaptée au XXIe siècle. Et donc c'est d'ailleurs en fait avec cette obsession de rendre la musique classique et le jazz pertinent dans le quotidien de tous que on a commencé à faire de plus en plus de playlists pour accompagner les gens qui souhaitent travailler soit de façon plus efficace ou alors qui souhaitent se reposer entre deux réunions un petit peu stressantes ou qui cherchent un petit boost pour pouvoir se mettre dans le bain, comme on dit, et se concentrer. Vous qui avez mal au dos, c'est quoi la musique qui nous redonne la pêche? Ça arrive qu'un collaborateur, un cadre, un manager se bloque le dos parce qu'il y a du stress, il y a de la fatigue. Qu'est-ce qu'on met comme musique? On met du Bach, on met du classique, on met un peu de jazz, on met du Coltrane. Qu'est-ce qu'on met dans ses oreilles? Alors déjà, il y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet et ça permet vraiment ça a un vrai pouvoir analgésique. Et donc le truc le plus important, c'est d'écouter des musiques déjà qu'on aime parce que ça crée de l'endorphine et de la dopamine. Et donc la dopamine, c'est ce qui permet de sentir le plaisir, c'est que l'hormone de la récompense. Et l'endorphine, en fait, ça a un pouvoir aussi analgésique et ça vient, c'est très lié au sentiment de bonheur et de plénitude. Donc typiquement, vous pouvez, alors en musique classique et en jazz, en fait, vous pouvez écouter les musiques qui vous ont accompagné dans des films que vous avez adorés. Vous pouvez écouter les valses de votre mariage. En fait, tous les moments forts de votre vie qui vous ont apporté beaucoup de plaisir. En réécoutant les musiques qui y sont associées, vous revivrez ces moments et ça viendra alléger la douleur. Donc, dans mon cas, ce sera des choses assez classiques, mais par exemple l'Adagio de Barber, qui est assez triste, mais qui en fait
un mouvement hyper ample et ça permet vraiment d'être presque en lévitation et de flotter au-dessus de mon lit, je pense. Pas de, moi qui aime NTM, qui aime les clashs, qui me les met dans les oreilles, pas de tout ça dans votre playlist, on est d'accord. Vous êtes resté sur, je dirais, quelque chose de plus classique, de la musique classique et du jazz. Ah oui, je suis quand même un grand fan de NTM et donc pour bien travailler, ça peut être hyper efficace pour se mettre dans le bain et prendre le rythme parce que ce sont des musiques hyper rythmées et c'est ça justement qui permettra de se lancer dans une cadence en fait et de se mettre au travail. Guillaume, Donc juste il se trouve que allez-y, je vais couper la parole. Allez-y. Ouais, non, non. Il se trouve que la musique classique et le jazz a plein d'effets bénéfiques, mais je vous dirais pas que c'est les seules esthétiques musicales qui vous permettront d'être hyper efficace. Mais si vous aimez, alors si vous aimez le rap et le hip-hop, en fait, dans le jazz, il y aura toute une dans les années 50, 60, il va y avoir il va y avoir beaucoup aussi vous parliez de John Coltrane, il va y avoir beaucoup d'artistes en fait qui vont explorer le rythme dans tous les sens et qui auront aussi un super impact. L'afrobeat et le free jazz. Guillaume, concrètement, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes pour parler un peu business? Parce qu'on a compris l'intérêt, l'utilité presque thérapeutique d'écouter de la musique pour préparer une réunion, pour se relaxer. Ok, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes? Parce qu'il y a déjà des plateformes de streaming, on s'y abonne, et puis on va chercher notre musique et on crée notre playlist. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Oui, c'est une très bonne question et on y travaille tous les jours à se différencier. Donc on a trois choses vraiment très très différentes. Première, c'est qu'on est totalement multimédia. Ça veut dire on a de l'audio, de la vidéo, donc on offre des concerts en HD. On a aussi des podcasts, des articles, des jeux. Et donc encore aujourd'hui, on est la seule plateforme à utiliser tous les leviers du digital pour vous permettre de découvrir de belles musiques et vos prochains coups de cœur. Deuxième chose, c'est qu'on fait des contenus en partenariat avec des institutions culturelles de premier plan. Donc, on a fait par exemple les playlists des expositions du Grand Palais. Là, en ce moment, on fait les playlists des expositions du Musée du Luxembourg. On est en partenariat avec le London Symphony Orchestra, l'AROP de l'Opéra de Paris. Et donc, on propose des choses vraiment très belles en partenariat exclusif avec les plus grandes institutions culturelles pour ouvrir des ponts entre les arts. Et troisième chose, c'est nos valeurs. C'est l'universalité, la qualité et une certaine joie de vivre. Et dans un monde où on a tendance à mettre un gros bouton play sur un énorme catalogue, nous, au contraire, on est une équipe, on a un service de chat, vous pouvez nous poser des questions, on vous recommande des playlists en temps réel, et on fait ça avec beaucoup de joie et beaucoup de passion, et on espère de façon assez contagieuse. Et donc, notre mission, c'est de réveiller le passionné qui sommeille au sein de chaque curieux. Et je pense que ça, ce sera une ligne éditoriale assez unique. Oui, puis j'ai envie de dire, à travers ce que vous nous décrivez, c'est aussi la culture au sens très large, au-delà des notes de musique, puisqu'en fait, j'imagine que vous nous éveillez sur un compositeur. Il y a une forme de pédagogie aussi. On peut être sensible à une musique et puis se dire, tiens, mais qui est donc celui qui a créé cette musique? Donc il y a quand même l'idée, comme vous dites, d'universalisme et de découverte culturelle au sens large. Exactement. Alors, je peux prendre un très bon exemple, c'est on a interviewé Marc Lévy, qui est un très très grand mélomane, et on lui a demandé de faire la playlist des œuvres qui ont changé sa vie, la playlist de sa vie en fait. Mais en même temps, il nous a expliqué comment il écrivait ses livres, comment il travaillait en fait. Et donc lui, il se fait une playlist par livre et il a pour se mettre en condition en fait. Donc il raconte, il est dans les embouteillages à New York, il arrive devant son bureau, il faut qu'il repense à ses personnages et en fait ce processus immersif, il dit que c'est comme s'il avait une sonde en fait et qu'il faisait de l'apnée pour aller retrouver ces personnages qui sont au fond de l'océan. Ouais. Ben, il va écouter de la musique pour se mettre en condition. Et donc là, on trouve ça super parce qu'il y a de la littérature, de la musique, donc on fait un pont entre les arts comme on vient d'en parler. Et en même temps, Marc Lévy se réapproprie complètement des œuvres pour qu'elles fassent partie de son quotidien et elles viennent littéralement l'enrichir et par ricochet enrichir les dizaines de millions de personnes qui achètent ces romans. Avant de nous quitter, Guillaume Descottes, il y a un débat en entreprise. Alors évidemment, ça vous touche d'une manière connexe, mais certains managers n'aiment pas avoir des collaborateurs avec un casque sur les oreilles parce que ça les isole finalement des réunions, de ce qui se passe, de la vie de l'entreprise.
Quel conseil vous donnez? Parce qu'il y a un vrai débat, là, vous nous poussez à écouter de la musique, à se sentir bien. On l'écoute à quel moment? Et est-ce que la question du casque, vous vous êtes posé la question de... C'est parfois un peu limite, ce casque dans l'entreprise. C'est un peu... bien sûr. Alors, bien sûr, alors, comme ça peut être un réflexe un peu paternaliste de certains patrons de dire que on va prolonger le raisonnement derrière et on va dire, c'est comme avec les enfants, en fait. Vous pouvez leur dire que le temps passé sur le téléphone portable est limité. Et donc, mais il faut le faire sans interdiction parce que ça, c'est quand même pas très pertinent aujourd'hui, mais en accompagnant les gens. Et donc, il y a des séances de travail où les gens doivent être hyper concentrés. Justement, les employeurs ont un très grand souci de rentabilité du mètre carré pour les bureaux. Donc, on est quand même dans des espaces assez proches. Les conditions de travail ne sont pas forcément optimales. Et donc, justement, en fait, en permettant à tout le monde de s'isoler du bruit dans un open space, on renverse le schéma et on est dans un moment privilégié où le collaborateur pourra être plus efficace en écoutant des choses qui le mettent bien en condition. Et puis ensuite, quand il doit faire des réunions, ça arrive. Enfin, il y a des très grands groupes qui imposent de ne pas avoir de téléphone portable et de ne pas écouter de musique lorsqu'on est en réunion. Donc à chaque employeur sa stratégie, mais je pense que si on fait ça en collaboration avec les employés, ça peut être hyper bénéfique. Il ne faut pas oublier que selon une étude LinkedIn, 80% des collaborateurs estiment que leur efficacité augmente en écoutant de la musique. Donc moi, je suis partisan, je suis désolé d'utiliser cette expression, mais je la trouve hyper pertinente, la foule chante juste. Et donc, s'il y a autant de gens qui trouvent que ça leur fait du bien, il vaut mieux trouver le bon moyen de l'utiliser au bon moment plutôt que de l'interdire. La foule chante juste. Ça, c'est une réflexion qu'on mènera dans Smart Philo. Est-ce que la foule chante juste ? Pas toujours. Pas toujours. Sur cet argument, je crois qu'elle chante juste. Merci en tout cas. Et puis on peut préciser que Vialma, c'est du Made in France, c'est une entreprise française créée par vous, Guillaume Descottes. Vous l'avez créée en 2015. On vous remercie d'avoir pris du temps malgré votre sciatique et vos douleurs de dos. Mais vous allez retrouver votre musique préférée et vous détendre, je l'espère. Vialma, cette plateforme de streaming 100% française, jazz et musique classique. Merci Guillaume de nous avoir accordé ces quelques minutes d'échange. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment, comme chaque semaine avec Fanny Griesmer. On parle du ghosting, mais qu'est-ce que c'est donc que le ghosting ? La pause café, comme chaque mercredi. Comme chaque mercredi. Comme chaque jeudi même. Comme chaque jeudi. Oui, car vous n'êtes plus le mercredi, nous sommes jeudi. Non. Mais où ai-je la tête ? C'est la musique, c'est le jazz. Vous avez vu, ça m'a perturbé. Ça transporte. On parle du ghosting. Alors, vous savez, Oui. on a cette habitude de rire sur les mots anglais, mais c'est le mot qu'on utilise. Le ghosting, c'est pas du silence, c'est de l'indifférence. Et c'est pire. Et c'est très douloureux. Oui. Assez surprenant ce silence, surtout à l'heure où on est vraiment hyper connecté, on reçoit beaucoup de messages, on n'en a jamais autant envoyé, autant reçu. Et ce qui nous fait effectivement le plus souffrir, c'est ce fameux silence, un message envoyé resté sans réponse, une rupture amoureuse silencieuse, un candidat confronté au silence douloureux d'un recruteur après avoir postulé à une offre d'emploi. C'est ce qu'on appelle le ghosting et visiblement il se répand un peu partout, vie pro, vie perso. Même combat, plus qu'un fléau. Il s'agit presque un peu du mal de notre époque. Mais si l'on vous ghoste, avouez-le, vous aussi vous ghostez et ça, c'est mal. Ghosting, c'est quoi ? Vous ghostez, vous ? Il m'arrive. Alors, on peut en discuter longuement, mais oui. On a tous un jour ou l'autre été ghosté. Mais oui. Et ghosté, c'est-à-dire on a oublié de rappeler et ça a pu blesser celui qui n'a pas été rappelé. Concrètement, c'est quoi, si on veut le traduire, le ghosting, c'est quoi ? En fait, à la base, le ghosting vient vraiment de la vie privée. On parle plutôt du ghosting amoureux. L'élu de votre cœur disparaît tout bonnement de la circulation, sans un mot, sans crier gare. Il ne répond plus du tout à vos messages. Ce que vous devez comprendre en sous-main, c'est qu'il ne veut plus vous voir. Souvent, c'est un silence inexpliqué, inexplicable du coup, rarement bien vécu, l'autre fait le mort et c'est plutôt cruel. Alors derrière la fuite, il y a bien sûr la peur d'affirmer que l'on ne souhaite plus continuer la relation, la peur de dire, la peur de blesser l'autre aussi. On reste alors dans le non-dit, on évite la franchise. Le risque ou plutôt le résultat, c'est l'inquiétude, l'incompréhension, des difficultés parfois à tourner la page pour celui qui a le cœur blessé. Ça, c'est dans l'histoire d'amour qu'on essaie de construire. C'est aussi le symptôme de l'hyperconnexion. Et même, oui, de nos modes actuels de communication, on se parle plus, quoi.
moi, vous aussi, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup trop, et via différents canaux, mail pro, privé, SMS, Messenger, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. On embrasse des centaines au quotidien et on y répond ou pas, à croire que les nouvelles technologies ont bousculé un petit peu les règles de politesse et de savoir-vivre. Et pourtant, qu'on ait ou non des raisons objectives de ne pas répondre, l'injonction, ou en tout cas l'attente de l'autre, c'est de répondre et plus vite que ça. Selon une étude menée par Occurrence auprès de 3000 personnes, 50% des gens estiment qu'un retour doit être effectué dans un délai de 3 heures. C'est assez court, hein. Pour les Danois et les Sud-Coréens, il doit même être immédiat. Voilà, vous pouvez passer votre journée à répondre à des messages. C'est vrai que si la technologie a raccourci le temps, c'est à se demander si elle n'a pas aussi, dans un même temps, finalement réduit considérablement notre tolérance à l'attente. On a du mal à attendre. Ouais, ce qui nous renseigne d'ailleurs aussi sur l'impact d'un message auquel vous n'avez pas de réponse. Alors l'impact, quand l'attente dépasse largement le seuil de tolérance... Une journée, c'est dingue. Une journée, c'est long. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très long. Bon, là, on parle vraiment de ce message que vous avez envoyé, et là, quand vous ne recevez absolument aucune réponse. Alors que cette attitude soit volontaire ou non, globalement, c'est un petit peu volontaire quand même, hein, elle est source de souffrance pour 2/3 des sondés qui se sentent alors non respectés, rejetés, voire même blessés. Pour 80% des personnes interrogées, une réponse négative ou désagréable vaut mieux qu'une absence de réponse. Voilà qui est dit. C'est une pratique courante. Là, on parlait de l'amour, mais on parle du monde du travail maintenant, oui, qui a aussi évidemment envahi le monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'hésite plus du tout à disparaître du jour au lendemain, sans s'encombrer de quelconque politesse ni manière, des manières qu'on pensait pourtant inhérentes au monde du travail. Alors c'est vrai qu'on pense d'emblée à ces candidats qui sont ghostés. Ils sont légion. C'est vrai que qui n'a jamais postulé à une annonce? Alors déjà, d'entrée, vous postulez à une annonce, vous n'avez pas de réponse du recruteur, mais vous passez aussi parfois un entretien, voire plusieurs, et là, vous subissez le silence absolu du recruteur. Il vous a pourtant consacré du temps, et d'un seul coup, il fait le mort, vous relancez par mail, vous tentez de l'appeler, il ne vous rappelle pas, et là, il vous ghoste. Et là, on tombe fou. Vous avez écarté. Bon, là, comprenez que vous avez été écarté du processus de recrutement. Cette stratégie d'évitement poussée à l'extrême est pourtant très courante. Selon une étude de Region Job publiée en 2019, donc il y a relativement peu, 62% des candidats ne recevraient jamais de retour sur leur candidature de la part des entreprises. Alors c'est vrai que c'est une gestion des candidats un petit peu douteuse, qui peut faire des ravages. Quels ravages sur un candidat à la recherche d'un emploi, surtout quand la manœuvre se répète, c'est une perte d'estime de soi, de confiance en soi. Et là encore, tout le monde vous le dira, on préfère recevoir une candidature négative que pas de réponse du tout. Je rappelle aux employeurs que l'expérience candidat fait partie du rayonnement de la marque employeur, donc c'est important de les soigner. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Beaucoup, et c'est très très mauvais pour l'entreprise quand même. Totalement. On en parle en général au coin du feu avec ses amis en disant... Les réseaux sociaux sont... Et parfois les réseaux sociaux. Oui. Il y a aussi le retour d'ascenseur, parce qu'évidemment, il y a des candidats qui ne reçoivent pas de réponse, ça les blesse, mais les entreprises y passent aussi. Et oui, ça commence. Nous serions donc tous bourreaux et victimes, dans la sphère professionnelle aussi. La pratique, effectivement, n'est plus l'apanage des recruteurs. Elle est aujourd'hui quasiment autant répandue côté candidat que côté recruteur. C'est quand même assez incroyable. Des convenus qui surprennent les recruteurs qui n'avaient absolument pas l'habitude de se retrouver du jour au lendemain un petit peu défaits. Ils ont recruté un candidat, donc un futur collaborateur, qui ne se présente pas du tout le jour J à la prise de poste. Le postulant ne décroche plus. Le collaborateur qui vient tout juste d'arriver, qui ne revient pas le lendemain, ça arrive aussi. Une inversion un peu du rapport de force. C'est vrai que ça remet en question cette capacité qu'ont les recruteurs à attirer les candidats et surtout à les retenir. Il y a quand même une question, parce qu'évidemment, quand on est seul face à son téléphone ou à son téléphone sans réponse, on se dit mais c'est quoi les raisons de ce ghosting? Il y en a d'ailleurs?
Et il y en a. Il y a des motifs objectifs ou Alors pas là, dans le cas du candidat ghosté qui va ghoster à son tour, on pense d'emblée à la vengeance. Ouais. C'est vrai que si vous avez été ghosté à plusieurs reprises, vous dites le prochain recruteur, je vais le ghoster. Je vais l'avoir au tournant et je vais le ghoster. Bon, voilà. Certains, ce sont plutôt... surtout que ça prend du temps, les processus de recrutement. Globalement, ça va jusqu'à 5 semaines en moyenne en France. Donc quand on voit que ça tarde trop, on s'échappe, on s'éclipse avant de perdre son temps. On estime qu'au-delà de 5 semaines, de toute façon, on ne sera pas pris pour ce poste. Il y a aussi la peur d'aller au front, de devoir justifier. C'est pas toujours simple de dire les choses, de dire que finalement, on ne le sent pas trop. Dire qu'on ne le sent pas sans vraiment justifier, ça ne marche pas très très bien. En tout cas, en 2018, plus de 56% des personnes interrogées par le cabinet Robert Walters déclaraient qu'ils ne répondraient pas à l'appel le jour J s'ils découvraient des éléments concernant l'entreprise en désaccord avec leurs valeurs. Bon, vaut mieux se renseigner sur l'entreprise avant de passer les entretiens de recrutement. Ça peut-être évite de poser un lapin au premier jour. Autre enseignement, 40% des candidats affirment qu'ils seraient prêts à ne pas se présenter le jour J s'ils avaient une contre-offre plus intéressante. Et c'est là que ça se pose. Parce que finalement, se faire planter du jour au lendemain, les recruteurs ont l'habitude. Dans quel secteur ? Les secteurs en tension. On pense à la restauration, au bâtiment, notamment les services à la personne également. Disparition inopinée de candidats, peut-être à craindre dans les prochains mois. On suit ces secteurs-là, on sait qu'il est très difficile de recruter en ce moment, mais la pratique se répand un peu plus chez les cadres aussi. Surprenant, ils avaient plutôt l'habitude de respecter le pas de deux avec les entreprises, on fait les choses bien, mais phénomène de disparition soudaine, particulièrement diffus chez les cadres et chez les moins de 30 ans. Oui, cette fameuse génération Z. Donc à se demander si, c'est même un peu plus que la génération Z, les slashers, effectivement, peut-être révélateurs d'une génération et d'un marché de l'emploi qu'on l'espère plus dynamique et qui laisse donc plus le choix au candidat. Et oui, le candidat commence à avoir plus de pouvoir qu'il en avait auparavant. Quand même, le ghosting, c'est un art risqué, Fanny. Oui, alors vous aimez quand je vous donne des conseils. Moi, j'adore. Concrètement, des conseils pour vous en prémunir, c'est compliqué. On peut pas. En revanche, je peux vous donner quelques conseils et vous conseiller de ne pas y recourir tant que vous le pouvez, en tout cas en prenant vos responsabilités. En tout cas, dans un cas comme dans un autre, il n'est jamais bon d'insulter l'avenir. Retenez bien cette leçon, j'aime beaucoup cette leçon, et c'est vrai. La carrière est un long chemin et en fait, le monde professionnel, il est vraiment tout petit, surtout dans certains secteurs. Le recruteur que vous avez ghosté un jour sera peut-être celui qui sera chargé de vous recruter quelques années plus tard, à un poste que vous voulez cette fois-ci vraiment. Quand le candidat, si vous êtes recruteur, celui que vous avez ghosté, est face à vous et est devenu un manager influent. En tout cas, n'oubliez pas qu'un bon échange avec un recruteur ou avec un candidat, même s'il n'a pas apporté ses fruits, pourra être réactivé plus tard lors d'une prochaine opportunité. Donc, soignez vos relations. Voilà, c'est certainement le meilleur conseil à donner. Et puis, soyez respectueux. Vous connaissez la phrase de Woody Allen, il faut toujours serrer la main de celui qui descend l'escalier de l'entreprise, parce qu'un jour, il la remonte. Et oui, comme dans une entreprise, il faut le dire, bonjour et serrer la main. Serrer la main. Quand on le pouvait. Au moins dire bonjour. Absolument, à tout le monde. Parce qu'un jour, cette personne qui descendait la tête baissée l'escalier, elle remonte et devient le patron de l'entreprise. Et on est très déçus de ne pas lui avoir répondu. Merci. C'est dommage. Ne soyez pas trop ghoster quand même. Non, mais nous, on ne se ghoste pas. On ne se ghoste pas. Mais parfois, il y a des temps d'attente qui ne sont pas liés au ghosting, mais qui sont liés à la pression professionnelle. Et on n'a pas toujours Ou à la vie personnelle aussi. Et on a aussi une vie personnelle. Exactement. Voilà, on s'est dit plein de choses sur ce plateau. On fait une courte pause. Fanny, on s'intéresse à l'intérêt des jeunes diplômés, universitaires, écoles de commerce et ingénieurs pour les entreprises et les secteurs. Tiens, c'est intéressant. Dans quelles entreprises ils ont envie de travailler pour leur premier poste et dans quel secteur et pourquoi vont-ils le faire ? On en parle à l'occasion d'une étude réalisée par l'agence Epoca Harris Interactive et dévoilée par le magazine L'Étudiant. On en parle tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien, et on s'intéresse aux jeunes diplômés à travers une étude réalisée par l'agence Epoca et Harris Interactive, dévoilée dans les colonnes de l'Étudiant sur le choix des jeunes diplômés, alors d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et d'universités.
vers quelles entreprises, vers quel secteur ces jeunes diplômés ont-ils envie d'entrer? On va en parler avec mes invités. D'abord Mathieu Gabet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de l'agence EPOCA, je précise que ça fait 9 ans, hein, Mathieu, que vous sondez les cœurs des étudiants, ce qui permet d'avoir aussi un tableau de bord, du recul, pour voir si ces jeunes évoluent dans leur choix. On parlera du sens, parce que depuis quelques années, et encore plus maintenant, les jeunes veulent mettre du sens à leur nouveau poste, leur premier poste. Kamel Medjabra, merci d'être avec nous. Faites partie de ces entreprises qui sont dans la liste des 10 entreprises plébiscitées par ces jeunes diplômés, responsable marque employeur et relations école chez Decathlon. Vous verrez tout à l'heure, on a fait un petit titre, au lieu de mettre à fond la forme, on a mis à fond les jeunes, parce que c'est vrai que c'est une entreprise, quand on pousse la porte d'un magasin Decathlon, où que l'on aille, c'est dynamique et c'est jeune. C'est une vraie volonté marketing. Avant de donner la parole à Mathieu Gabet, c'est un peu l'ADN de l'entreprise Decathlon. Bonjour. Alors, bonjour. L'ADN de l'entreprise, alors je dirais pas forcément ça. L'ADN de l'entreprise se base sur la passion du sport avant toute chose. Et puis c'est vrai que cette année, on a décidé d'être utile aux jeunes, encore plus que un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Et on a essayé de mobiliser en interne nos équipes pour trouver justement des solutions et être un peu le meilleur ami de ces jeunes en difficulté durant cette période de crise. Du coup, on s'est mobilisé avec 1000 alternances proposées et plus de 1700 stages. Donc oui, les jeunes, en tout cas, on a essayé de les aider, d'être leurs meilleurs amis, parce que dans les moments difficiles, on reconnaît les vrais amis à ce moment-là. Donc on a voulu jouer ce rôle-là, Decathlon. Decathlon est donc l'ami des jeunes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'ami de tout le monde, et en tout cas l'ami et de ses clients aussi, j'imagine. Durant cette période compliquée, effectivement, on a décidé d'être là pour eux. Mathieu Gabet, c'est intéressant l'étude EPOCA Harris Interactive, parce qu'encore une fois, ce tableau de bord sur ces 9 ans permet quand même d'avoir du recul. Dans le grand trend, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cru, de cette dernier cru des précédents? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Est-ce qu'il y a des choses qui restent fixes dans leur choix? Comment vous regardez cela dans cette évolution sur ces 9 ans? Alors, plusieurs éléments, Arnaud, par rapport à ça. Premier élément, c'est qu'on sort d'une période évidemment exceptionnelle à tous les niveaux. 18 mois de crise sanitaire. Cette étude, elle a été réalisée au mois de mai et au mois de juin 2021. La précédente avait été faite en plein confinement. Et donc, notre vrai comparatif, c'est 2019. Donc, de vraies évolutions par rapport à 2019 pour la première fois. Les 7 premières éditions étaient finalement une longue continuité. Là, il y a des véritables changements de comportement, d'attente, tant par rapport à ce qu'ont pu faire les entreprises que dans les attentes les plus concrètes et les plus opérationnelles de la part de ces étudiants et diplômés de grandes écoles et universités. Après, on pourra revenir évidemment sur les grandes tendances qu'on peut observer. Exactement. Je voudrais juste qu'on voit cette animation graphique, elle est tirée d'ailleurs de votre étude, EPOCA Harris, sur le classement des 3 premières entreprises. On a Danone, L'Oréal et Google. Compte tenu que L'Oréal était en tête, vous me confirmerez qu'elle était numéro 1 de ce classement, puis elle vient de légèrement rétrograder à la 3e position. Et c'est Danone, une entreprise à mission. Je ne sais pas si... Je vous pose la question, en lisant ce classement, je me dis, tiens, Danone, l'agroalimentaire, tiens, est-ce que c'est parce que c'est l'entreprise à mission qui les attire? C'est très intéressant de voir que Danone, elle émerge pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils étaient 7e l'année dernière. Exactement. Et que là, on peut parler d'une vraie transformation, d'un vrai changement. C'est pas le cas quand on passe de 2e à 3e. Non, là, il y a une vraie montée. C'est quelques points d'écart, c'est pas significatif. Là, il y a un vrai changement. Donc, il y a ce volet, effectivement, d'entreprise à mission. Les gens sont souvent surpris. On sait ce qui s'est passé avec Emmanuel Faber, chez Danone, etc. Mais le fait d'avoir parlé, finalement, de l'entreprise, l'impact de la parole du dirigeant par rapport à ces jeunes, il n'est pas très élevé. Par contre, la réalité de ce qu'elle est, la réalité de ce qu'elle met en œuvre, la réalité de son positionnement et de sa promesse employeur ou de son activité et de sa responsabilité sociale et environnementale, là, on a un véritable impact. Donc en ça, et Danone, on a fait une étude grand public auprès de 5000 personnes partout en France, une autre étude où très clairement Danone ressortait très fortement sur ce volet-là, et c'est ce volet marquant qu'on a. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les entreprises gagnantes sont celles qui ont la bonne stratégie de communication. Et la bonne stratégie de communication, c'est pas forcément d'avoir la meilleure campagne de com. Pourtant, je dirige une agence de communication, on accompagne 350 clients, et au quotidien, alors, c'est quoi ? On fait en sorte d'avoir la communication, la publicité, les outils les plus élaborés. C'est la régularité, Arnaud, de ce qui est fait. C'est le fait de s'adresser non seulement aux gens qui nous aiment et qui pensent à nous, mais aussi à tous ceux à côté pour leur faire découvrir la réalité de l'entreprise. Et pas avec des slogans, mais avec du concret, avec du vrai, avec des témoignages, avec des collaborateurs, avec des ambassadeurs. C'est ça qui va donner des résultats efficients et efficaces. Que le contenu
correspondent évidemment, que le contenant corresponde au contenu. Vous avez été fier, j'imagine, de voir que vous étiez Decathlon dans cette liste, 7e position, et puis vous êtes dans les 3 premières entreprises lorsqu'on est dans les secteurs de la distribution. Comment vous l'expliquez? Parce que vous êtes un peu au pilotage de cela. C'est-à-dire vous êtes un des acteurs qui justifie ce classement. Comment vous l'expliquez? Alors, déjà, pour répondre à la question, oui, on est content. En tant que passionné de sport, forcément, les classements, ça nous parle. Chez Decathlon, en tout cas. Alors, comment l'expliquer? Ça passe par la mobilisation aussi de nos équipes. On est 23 000 en France, donc potentiellement 23 000 ambassadeurs de Decathlon. On a des ambassadeurs écoles qui œuvrent pour rendre Decathlon accessible auprès de leur ancienne école. Donc, ils vont parler de Decathlon, essayer de faire découvrir l'entreprise. Des sortes d'alumni qui viennent aussi expliquer que c'est sympa d'y bosser. Exactement. Cette année, on lance une autre mission aussi auprès de nos alternants et stagiaires pour leur permettre justement de proposer des actions dans leur école directement. Et derrière tout ça, c'est hyper important. Et je rejoins Mathieu, chez Decathlon, on a longtemps communiqué sur le sport, la passion du sport. On le sait en externe que Decathlon, c'est du sport. Et aujourd'hui, on en a profité avec cette crise économique, cette génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, qui est très engagée en quête de sens, pour communiquer sous un œil et un angle différent sur ce que l'on fait et sur les actions que l'on mène chez Decathlon. Donc faire bouger le monde est un sport collectif. C'est notre nouvelle marque employeur, notre nouvelle signature. C'est pour montrer Decathlon sous un nouvel angle et en montrant les actions quotidienne de nos coéquipiers et coéquipiers. Danone, on vient de l'évoquer, c'est une entreprise à mission. Il y a toute une réflexion globale sur la manière, la qualité des produits, sur la manière dont on les fabrique, la manière dont on va les vendre. Decathlon, c'est quoi l'argument? Parce que vous avez, j'imagine, des candidats, voire même des talents, université, école de commerce, école d'ingénieur, un peu moins école d'ingénieur, mais école de commerce, université. Quand même, je crois qu'il y a beaucoup de non, mais il y a des gens qui cogitent et qui font du R&D, qui préparent les produits, évidemment, mais quand ils vous challenge sur le sens, sur l'idée qu'ils viennent d'où vos produits, où est le sourcing, est-ce que là, vous menez une réflexion aussi de votre côté sur cette question? C'est hyper important, on prône la transparence. C'est hyper important de ne pas les prendre pour des imbéciles, ces jeunes. Ils sont très intelligents. Donc très documentés souvent. Très documentés, même plus que nous parfois. Et ils sont très challengeants, donc on se doit d'être authentique, sincère et transparent avec eux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Vous, votre quotidien aussi, Kamel, c'est quoi? C'est d'aller dans les grandes écoles? C'est d'expliquer que chez Decathlon, comment ça se passe, le quotidien de quelqu'un qui s'occupe du lien grandes écoles? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de rendre accessible Decathlon. Donc finalement, c'est de pouvoir faire découvrir les coulisses de l'entreprise, les backstage de Decathlon au plus grand nombre d'étudiants, au plus grand nombre de candidats, d'une manière plus générale, et c'est de leur montrer Decathlon sous un nouvel angle. Parce que souvent, Decathlon, on associe à nos magasins, ce qui est normal. Vous avez raison, et c'est pour ça que Mathieu m'a repris, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a du R&D, il y a beaucoup, il y a beaucoup de réflexions sur les produits. Exactement, donc chez Decathlon, c'est pas que 5 métiers, effectivement, que l'on peut voir, qui sont visibles dans nos magasins, c'est plus de 300 métiers, c'est 9 filières, et depuis plus de 30 ans, on est concepteur. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a de la R&D, on a de l'éco-conception. Notre sens, c'est d'être utile aux gens et à la planète. On se doit du coup d'œuvrer et ça passe par des actions concrètes dans les écoles. Vous voyez que je commence à être vieux puisque les jeunes sont très documentés sur ce que vous évoquez là. C'est-à-dire qu'au-delà des magasins que l'on pousse pour acheter un produit quelconque, ils ont compris que cette entreprise derrière, elle fabriquait, elle avait aussi un impact sur la planète. Mathieu. Et on le voit effectivement, le classement de Decathlon qui est 2e dans les universités, c'est aussi le lien entre finalement ma marque employeur et ma marque grand public. Et forcément, le pouvoir de frappe d'une entreprise et d'une marque comme Decathlon, il est très fort et très global, puisqu'on voit les produits, les marques, les magasins partout. Et ça se reflète dans la perception des universitaires encore plus. Dans les grandes écoles, c'est un peu différent, parce qu'il y a aujourd'hui une concurrence et une compétition. Aujourd'hui, on a 350 clients chez Epoca. Ces 350 clients, ils veulent être un employeur de référence auprès de toutes ces grandes écoles. La fameuse marque employeur. Et d'aller adresser les universités, c'est une autre et prendre les meilleurs. Beaucoup plus compliqué que d'aller adresser les grandes écoles, même si ça demande, comme le disait Kamel, advocacy, ambassadoriat, digital ou physique, réseau d'alumni, étudiants relais, alternants. C'est des choses toutes bêtes, c'est de la com sans être que de la com, mais c'est ça qui a la. C'est du relais, c'est de l'image.
va permettre de faire en sorte d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents. On a parlé des écoles de commerce et des universités. Parlons un peu des ingénieurs. Alors, vous avez aussi, alors vous n'êtes pas dans le classement des ingénieurs parce que les entreprises. Ils sont quand même un peu plus loin. Vous êtes plus loin, vous n'êtes pas dans les 3 premiers, puisque là, les écoles d'ingénieurs que vous avez sondées, c'est Thales qui arrive en tête. Il y a le groupe Dassault, et puis en deuxième position, le CNRS. Moi, en lisant cette étude, je me suis dit, tiens, le CNRS. Alors Thales, je comprends très bien, parce que Thales, c'est une entreprise extrêmement dynamique. Le CNRS. Alors, non, mais si on revient quand même 2 secondes sur Thales, c'est le même phénomène que Danone par rapport au classement général. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient à une place un peu plus lointaine, ils ont gardé le lien, ils ont continué, et on est bien placé pour le savoir puisqu'on travaille beaucoup avec eux sur toute leur stratégie sociale, sur toute leur stratégie digitale, sur toute leur stratégie d'influence. Et très clairement, le fait de garder ce lien-là en ayant une bonne communication, oui, en ayant des collaborateurs ambassadeurs, ça participe à faire la différence, surtout, comme Kamel le disait, dans une période où quand même beaucoup d'entreprises et d'institutions, et d'ailleurs ça a été assez critiqué par ces jeunes, ont arrêté d'être présents. Moi je le vois, notre activité de marque employeur, elle a quasiment été divisée par 2 pendant la période de crise. Aujourd'hui, on a un appel par jour d'entreprise qui veut qu'on l'aide justement à être un employeur de référence. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Parce qu'il y a la guerre des talents et il y a une pénurie. Un million d'offres d'emploi non pourvues aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, il manque encore un tout petit peu de lucidité, ces jeunes des grandes écoles et d'universités, parce qu'ils ont encore un petit peu peur de leur avenir. Il faut dire qu'on vient de traverser une période où on les a laissés tout seuls et c'était Le sondage dit 2 choses. Ils ont un peu peur, puis en même temps, ils considèrent quand même que cette année, ils vont avoir plus de possibilités d'avoir un emploi plus rapidement. Enfin, vous voyez, c'est sûr. C'est à double cliquet. C'est qu'ils sont inquiets. Voilà, c'est mieux. Par rapport à 2019, qui reste quand même notre année des talons, il y a encore un écart qui est relativement significatif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt 1 million d'offres d'emploi non pourvues. Et au quotidien, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas du mal à trouver des talents, quels qu'ils soient, à tous les niveaux. Et n'oublions pas qu'on a aussi un pourcentage de salariés qui ont décidé de changer de vie au travers de ce qui se passe, et qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché du travail. Et donc, c'est techniquement 10, 15, peut-être % de population qu'on n'a plus. Donc, ça change beaucoup de choses. Après, par rapport à votre question sur le CNRS. Ouais, le CNRS, une image un peu, excusez-moi, d'un peu abrupte, un peu vieillotte, un peu vieille institution créée par le général de Gaulle, me semble-t-il, qui est un peu ancienne et pourtant plébiscitée par ces jeunes qui disent, moi, je vise le CNRS. Pourquoi ? Alors, c'est une institution, effectivement, donc il y a l'aspect positif et négatif. Le côté vieillot, peut-être que c'est le cas, je ne suis pas sûr que les équipes au CNRS le voient comme ça, ils pourraient nous Ils vont apprécier, on les réinvitera. Exactement, et je pense qu'au contraire, ils ont développé plein de choses. Il y a beaucoup d'innovations, plus moderne, il y a beaucoup de R&D, etc. Et quand on regarde les secteurs d'activité ou les fonctions que veulent exercer les jeunes en école d'ingénieur, finalement, on y retrouve ça. Et puis, c'est aussi sans doute une part d'équilibre, vie pro, vie perso, peut-être un peu différente, qu'on peut imaginer peut-être plus facilement alliée dans ce type d'établissement, c'est-à-dire faire de la recherche de pointe, d'être au plus haut niveau, en étant dans une logique et dans un rapport équilibre de vie privée, vie perso, qui est peut-être un petit peu différent. Justement, je vous interroge, comment ça se passe parce que là, on a des chiffres qui sont intéressants sur les critères des étudiants pour travailler dans une entreprise. Il y a quelques années, c'était le salaire qui arrivait en tête. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que, ça fait écho d'ailleurs à ce débat, vous avez des jeunes qui disent, moi, j'ai pas vraiment envie de monter en grade, j'ai pas envie d'être manager, parce que j'ai aussi envie de garder une vie privée, des activités associatives ou une vie familiale, tout simplement. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique dans les recrutements de talents, où on vous dit, écoutez, moi, je viens, mais il faut mettre 2 jours de télétravail, il me faut mettre... Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là chez Decathlon ? Alors, je pense que toutes les entreprises, à un moment donné, ont été ou vont être confrontées à cette difficulté. C'est vrai que c'est une génération qui se change, nouvelle, plus exigeante, exactement, qui place leur projet de vie au cœur de leur écosystème, comparé aux générations X. Où nos parents bossaient. Qui mettaient le travail au cœur de leurs préoccupations. Donc là, c'est totalement différent. Je pense qu'il ne faut pas être effrayé. Au contraire, il faut les écouter et faire en sorte de créer des écosystèmes favorables dans l'entreprise, s'adapter à eux et les accueillir de la même manière. De la bonne manière. Beaucoup de recherche de sens finalement dans ce qu'ils cherchent. Et intéressant de voir aussi, on parle beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de ces jeunes qui considèrent que c'est un critère décisif pour rentrer dans une entreprise. Donc il faut relativiser. Et n'oublions pas qu'on a une génération qui a passé son temps dans son école ou dans son université à être à distance, à ne pas pouvoir être dans la vie finalement d'un jeune à 20-25 ans.
et qui n'a pas les repères en entreprise. Donc oui, il y a cette demande-là, mais je pense que le sujet du télétravail va disparaître très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas télétravail ou pas télétravail, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, sur les bons sujets. Télétravail, ça fait 25 ans que ça existe et qu'on peut le faire. Après, ce qui a changé, c'est les pratiques managériales, l'acceptation, la capacité de le faire. Et je pense que ça fonctionnera d'autant mieux qu'on sera non pas dans un télétravail subi, mais dans un télétravail choisi. Oui, enfin, je vous rejoins Mathieu, on est passé de l'exception à la règle. Exactement. C'est ça qui est, le télétravail existait déjà, mais on l'a généralisé par des accords, des milliers d'accords de télétravail. Cette problématique, elle est sur la table de chez Decathlon, des talents, des ingénieurs, des diplômés de bonnes écoles ou de grandes écoles qui vous disent « si j'ai pas de télétravail, je viens pas chez vous ». Ça pourrait arriver, hein. J'ai pas d'exemple précis. Ça pourrait arriver, vous ne répondez pas à ma question en fait, depuis tout à l'heure. Ça pourrait arriver, hein. Et c'est peut-être déjà arrivé, effectivement. Après, on a un vrai enjeu, de toute manière, comme le disait Mathieu, hein, de s'adapter au contexte. Le télétravail, pour nous, c'est pas un vrai sujet, hein, tant qu'il est encadré comme il se doit. On a pu le voir, hein, au retour du confinement, le plaisir des équipes à revenir sur site, à pouvoir interagir, échanger de vive voix avec les équipes. Donc nous, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de se dire, heureusement qu'on a la possibilité de se réunir, de se rencontrer. Chez Decathlon, après chaque réunion, on aime faire du sport, on aime fêter les victoires. Et avec le contexte compliqué, c'était insoutenable, invivable. Et là, le fait de se retrouver, finalement, je veux dire, c'est ça le vrai sujet. Et le vrai enjeu pour nous, c'est de permettre aux équipes de renouer un lien fort qu'on avait peut-être pas perdu. Non, mais qui s'était un peu délité, évidemment, par les visios, par les apéritifs à distance ou les petits déj à distance. Et puis, il y a tout un volet informel, créativité, innovation, où on a démontré qu'on pouvait presque tout faire avec du télétravail. Maintenant, à quel prix, avec quel temps ? Et nous, on a mesuré très clairement que sur tout ce qui est innovation, créativité, intelligence collective, on arrivait à faire énormément de choses, mais que le coût temporiste pour pouvoir faire la même chose était entre 15 et 20% supérieur à ce qu'on est capable de faire avec de l'échange informel, en se prenant un petit café, en échangeant dans les couloirs. Un mot sur les cabinets de conseil, parce qu'eux aussi ont été sondés. C'est KPMG qui est en tête pour ces cabinets. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi ? C'est un cabinet, là aussi, qui a fait des efforts, et pas seulement d'ailleurs sur les jeunes, mais sur la parité, sur la diversité, qui a une marque employeur assez forte ? Alors, c'est très intéressant de regarder le secteur de l'audit. C'est un secteur qui est peu apprécié par les jeunes. Oui. C'est 11% d'attractivité en tant que secteur. Ça arrive très bas et très loin de beaucoup d'autres secteurs. Par contre, tous les acteurs du secteur, les Big Four plus Mazars, grosso modo, ont des résultats et des performances extraordinaires. Pour une raison très simple, c'est que pour eux, recruter, c'est vendre, Arnaud. Avoir les bons talents, c'est faire en sorte derrière d'avoir les bonnes missions. Donc c'est juste indispensable. Et donc ça fait des années qu'ils ont travaillé le sujet, qu'ils ont continué, et c'est sectoriel et on peut vraiment les féliciter, un peu comme ce qu'a fait Decathlon, ils ont gardé le lien. Ils font partie des 20-30% d'entreprises qui ont gardé le lien, qui se sont engagés quand ils avaient dit on va vous recruter au mois de septembre, qu'on décidait quand même de recruter au mois de septembre, même s'il y avait de l'incertitude, même si c'était en télétravail. Et donc ça, fidélité dans la parole. Ça a été perçu. Et puis, c'est aussi des entreprises qui sont B2B, qui n'ont pas de visibilité grand public comme une marque comme Decathlon, comme Apple, comme Google, etc. Et donc, ils sont obligés d'aller faire de l'action terrain, qui sont obligés de monter des dispositifs efficaces et efficients. On en accompagne beaucoup chez Epoca pour faire en sorte d'être vus, d'être connus, d'être reconnus. Donc, ils bossent beaucoup sur le sujet. Ils ont des équipes qui sont présentes au quotidien. Ils ont gardé des campus managers, ils ont gardé des gens qui font de la prescription sur les réseaux sociaux. Ils en sont récompensés. Exactement. C'est ça. Et donc, ils arrivent à surperformer. Le secteur de l'audit, qui n'est pas très attractif, arrive à avoir des surperformances et à rentrer quasiment tous dans le top 20 des entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. Juste un mot avant de nous quitter. Il y a un livre intéressant qui s'appelle La fracture, écrit par Stewart Shaw et Frédéric Dabi. On les a reçus sur ce plateau. C'est un livre qui raconte aussi 5 études depuis presque 30 ans de la jeunesse à travers des sondages. Et cette jeunesse, il en ressort un élément très fort, c'est qu'auparavant, elle était très politisée et très proche de l'État, et que dans la dernière étude, et donc le livre le raconte, ils sont beaucoup plus proches de l'entreprise que de l'État. L'État est très bas dans les items, il considère que c'est l'entreprise qui peut changer le monde.
Et paradoxalement, par rapport à cette étude-là, ils sont assez critiques à l'égard des GAFA en disant finalement, ce sont des suceurs de sang, nous on préférait créer notre boîte ou bosser dans des startups. Et pourtant, dans cette étude, ils plébiscitent, et Decathlon en fait partie, Google et Apple. Comment vous l'expliquez? Il y a quoi? Il y a une forme de challenge, c'est fun, il y a un intérêt à bosser dans ces grands groupes américains qu'on appelle les GAFA. Quelle analyse vous faites? Il y a une forme de paradoxe, effectivement, par rapport à ça. Parce qu'on dit Startup Nation, on a envie d'aller dans des petites boîtes, etc. Quand on regarde très concrètement les jeunes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent monter leur boîte, etc., il n'y en a pas tant que ça. Et même au moment de décider et de finalement y aller... On en parle, mais on ne le fait pas. On va dans un grand groupe international. Après, il y a un effet d'innovation, il y a un effet d'excellence opérationnelle, qui fait qu'effectivement, des entreprises comme Google ou comme Apple sont extrêmement attractives. Et ça fait des années que c'est le cas et ça ne bouge pas. Après, ça n'empêche pas qu'on peut être relativement critique sur un certain nombre de choses, sur ma vie privée, sur l'empiètement qu'il peut y avoir derrière. Mais aujourd'hui, ça ne touche pas les jeunes générations sur le volet de la marque employeur et sur l'attractivité des secteurs et de ce qu'ils peuvent provoquer derrière. Ouais, c'est intéressant, vous répondez clairement parce qu'effectivement il y a cette déphase. Il y a ce qui est dit et puis ensuite il y a ce qui est vécu concrètement et on va plutôt dans des grands groupes parce qu'on est bien rémunéré, on y apprend des choses. Et ce qu'on ne regarde pas aujourd'hui, Arnaud, dans cette étude, c'est finalement les entreprises, on ne leur demande pas quelles sont les entreprises que vous n'aimez pas. C'est vrai. Je pense que les résultats de Google, d'Apple, Facebook seraient très mauvais. Ouais. Reviendrait de fait, exact. Exactement, ils feraient partie des premiers pas aimés, mais ils font partie des premiers aimés aussi de l'autre côté. Donc c'est ce clivage-là qui est extrêmement intéressant. Decathlon fait partie donc dans le critère université des entreprises plébiscitées, parmi lesquelles je leur dis Google et Apple. Vous entendez cet argument qu'est cette jeunesse, parce que vous êtes, Kamel, vous êtes jeune, vous incarnez aussi cette nouvelle génération de managers, de jeunes qui disent finalement c'est pas l'État qui va transformer la société, mais c'est les entreprises. Est-ce que vous êtes aussi vous dans ce modèle-là à titre personnel? Carrément, et aussi un autre élément de réponse que je peux apporter, c'est de se dire l'enjeu est encore plus fort de rejoindre les grands groupes pour faire bouger les lignes, pour faire bouger le monde, puisque finalement l'impact des grands groupes est hyper important et encore plus fort que d'autres entreprises. Et très concret, j'ai envie de dire, très opérationnel. Exactement, et c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs avec notre nouvelle marque employeur les candidats à faire bouger le monde en disant que faire bouger le monde est un sport collectif. Voilà, chez Decathlon, mais avec les autres. Et donc, on leur donne quelque part une mission de faire bouger le monde et de nous accompagner à le faire sous l'angle sportif. On entend bien le discours ambassadeur, l'idée quand même qui est du relais. C'est essentiel. Je voulais dire Mathieu par rapport à Kamel, par rapport justement, puisqu'on a travaillé avec Kamel et ses équipes sur ce projet-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire de travailler avec les équipes de Decathlon, parce qu'on est dans la co-construction, dans le challenging permanent, on a un quart d'heure de pause, et on se pose, on réfléchit, on challenge, dans une écoute bienveillante, et c'est aussi ça, et c'est la réalité de ce qu'ils vivent, et c'est pour ça qu'on peut construire aussi des campagnes de communication aussi performantes chez Epoca. Un dernier mot, puisqu'on n'a pas évoqué Decathlon aussi, qui est dans la grande distribution, qui est en tête. On est d'accord, vous êtes premier à côté d'IKEA et de Fnac Darty, puisque cette animation, on ne l'a pas vue, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs classements. Le classement général et ensuite par secteur. Et dans le secteur grande distribution, c'est vous qui êtes numéro 1, suivi d'IKEA et de la Fnac Darty. Donc là, vous êtes numéro 1 en tête du podium. Ça aussi, vous en faites quoi ensuite de ce résultat? Vous le faites descendre dans l'entreprise, vous dites, regardez Decathlon, ce qu'on est en train de faire. J'imagine que ça en renvoie de la fierté à tous les collaborateurs, ça. Ça renvoie de la fierté, tout à fait. Après, ça n'empêche pas et ça n'enlève pas le fait que la filière grande distribution spécialisée n'est pas une filière très publicité, très attractive. C'est le paradoxe qu'on évoquait tout à Oui, l'heure. c'est exactement la même chose. Apple, Google, ou inversement, Apple, Google, exactement. Là, vous cherchez des postes avant de nous quitter, j'imagine. Vous êtes aussi en pénurie, vous êtes à la recherche de talents et de postes? Tout à fait. Et encore beaucoup dans les métiers du digital, où effectivement, les entreprises s'arrachent les talents du digital. Et également dans nos magasins, pour tout ce qui est réparabilité, dans nos ateliers, on recherche des techniciennes et techniciens ateliers. Donc les fameux vélos, les attentes vélos. Exactement. Et les attentes entre les jeunes d'un côté et les besoins, il y a une forme de dichotomie. Aujourd'hui, en école de management, des gens qui veulent faire du commerce, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les écoles d'ingénieurs, on veut se diriger vers de la R&D, c'est pas là où il y a le plus de postes. Dans l'informatique, on est à moins de 20% d'attractivité de la fonction, alors que c'est là où il y a les besoins. Donc là, les écoles aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui,
doivent faire attention à ça et pas être seulement dans une logique consumériste par rapport à ce que souhaitent les jeunes parce que c'est sexy. Pareil, on pourrait reparler du secteur de luxe. Il faut répondre aux besoins. Du luxe dans les LVMH, écoles de management. Le problème, c'est que les postes dans le luxe, il y en a très peu. Donc, et en plus, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, si on pouvait travailler ça, les entreprises le font. Il faudrait que les écoles le fassent encore plus. Elles le font un peu. Il faudrait que l'État travaille le sujet. Attention de ne pas trop vendre de rêves et soyons pragmatiques. C'est ce que dit M. Gabet. Allons aussi vers des secteurs où il y a besoin de cadres, d'ingénieurs, de managers et pas uniquement chez LVMH, qui d'ailleurs, vous avez remarqué, est très bien placé dans le cœur des jeunes diplômés. Ils ont deuxième position LVMH, me semble-t-il. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, Mathieu Gabet. Vous êtes le président de l'agence EPOCA et cette étude à retrouver sur le site d'EPOCA et puis sur le site d'Aris Interactive, si je ne m'abuse, puisque je l'ai vu aussi à cet endroit. Merci à Kamel Medjabra, c'était un plaisir de vous accueillir. Le renouveau, cette jeunesse, responsable marque employeur et relations école chez Decathlon, numéro 1 dans la grande distribution spécialisée dans cette étude Aris EPOCA. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Là aussi, vous allez me dire, on répète la même chose. Ce sont des entreprises qui cherchent à recruter. C'est un parc d'attractions. On le connaît tous, c'est le parc Astérix. Fin des contraintes Covid, eh bien, les parcs ont réouvert leurs portes et ils embauchent. Et c'est pas si simple. On en parle, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, recrutement et encore recrutement. On vient de l'entendre il y a un instant avec ce responsable manager de chez Decathlon. Il y a des postes à pourvoir. On en parle aujourd'hui avec Fatia Guessier. Elle représente le recrutement au parc Astérix. Bonjour Fatia. Bonjour. Qu'est-ce que nous sommes déçus de ne pas vous avoir en plateau ? Et oui, alors je suis très déçue aussi de ne pas avoir pu vous rejoindre aujourd'hui, mais on est sur la dernière ligne droite de préparation des vacances de la Toussaint, donc on est dans les starting blocks. Vous êtes déjà parti en vacances ? Comment ? Vous êtes déjà parti en vacances, Fatia ? Non, c'est pas pour tout de suite les vacances. On prépare Peur sur le parc et les vacances de la Toussaint pour nos nouveaux saisonniers à partir de samedi. Évidemment, je faisais du mauvais esprit, les vacances de la Toussaint commencent. D'abord, un petit mot sur l'avant, parce que les parcs d'attractions avaient été très médiatisés, vous avez fermé vos portes, ça a dû être un moment très difficile à vivre. On va parler bien sûr des 500 recrutements, parce que c'est aussi pour cela que vous êtes là aujourd'hui, mais ça a dû être une période terrible, un parc fermé sans enfants, sans famille, ça devait être d'une tristesse absolue. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, on a eu plusieurs mois de fermeture depuis 2020 avec la plupart des équipes en chômage partiel. Ça a été une période très compliquée pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas entendre les cris des visiteurs tout au long de la journée dans les attractions. Fatia Guessier, rappelons que le parc Astérix appartient à la Compagnie des Alpes. Vous êtes aujourd'hui à la recherche de combien de postes ? Je disais 500 postes, je ne me trompe pas ? Alors effectivement, on cherchait 500 personnes pour les vacances de la Toussaint et pour notre campagne de recrutement Noël. Alors heureusement, on a quand même avancé sur le sujet parce que les vacances de la Toussaint commencent samedi. Mais on a encore plusieurs postes, notamment sur l'hôtellerie-restauration pour ces vacances. Et on va de nouveau recruter pour les vacances de Noël à partir du 18 décembre. Ça se passe comment ? Parce que pendant la fermeture, il y a évidemment les aides de l'État qui ont permis de maintenir les emplois. J'imagine qu'il y a une saisonnalité. Comment ça se passe dans un parc ? Vous recrutez 500 personnes. Ce sont des jobs d'étudiants temporaires pour les vacances. Ce sont des CDI. Comment ça se passe ? Racontez-nous. On a quand même près de 300 personnes en CDI sur le parc. Chaque année, en début de saison, on va recruter nos saisonniers qui vont faire toute la période avec nous à temps complet, donc de mars à janvier. Donc là, ce sont des personnes disponibles totalement. Et ensuite, on renforce les équipes pendant nos pics d'activité, c'est-à-dire les week-ends et les vacances scolaires, principalement en général avec des étudiants. Des étudiants, évidemment. Un mot quand même, parce que ce genre de secteur du tourisme, je pense aussi finalement aux cafés, aux restaurants, à ceux qui sont au service de ceux qui se détendent, et donc en horaire décalé. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que vous ressentez, comme d'autres secteurs, je pense à la restauration, de salariés qui disent « mais j'ai plus envie de travailler en décalé, j'ai envie de rester chez moi le soir ». Est-ce que cette problématique est liée aussi à ces recherches de 500 postes ?
Alors, effectivement, on sait que le fait de travailler les week-ends, de travailler le soir, peut être quelque chose d'un petit peu compliqué pour les personnes qu'on recrute. Mais néanmoins, effectivement, on va plutôt le ressentir sur l'hôtellerie-restauration, alors que sur les boutiques où la partie accueil, les contraintes sont les mêmes, mais on a beaucoup plus de candidats. Et la particularité sur l'hôtellerie-restauration, c'est que souvent, au moment du recrutement, même des personnes qui ne connaissent pas le métier, n'ont jamais travaillé dans un restaurant ou dans l'hôtellerie, ne souhaitent pas y travailler. Donc il y a déjà un a priori sur ces métiers avant même de l'avoir pratiqué. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne tentent même pas leur chance sur ce secteur, qui a des postes à pourvoir, parce que quoi? Mauvaise image, problème d'horaire, problème de vie personnelle, vie familiale. Clairement, les gens vous disent non sur ces postes. Oui, clairement, même pour les étudiants qui vont être uniquement à la recherche d'un job pour les vacances, c'est certainement une mauvaise image du métier, l'image peut-être d'un métier un peu difficile, ce qui fait que les candidats vont plutôt aller se positionner sur des métiers d'accueil ou de vente plutôt que des métiers de restauration. Bon, faites-nous un tout petit peu rêver, parce que vous recrutez 500 personnes. La Toussaint, c'est dans une semaine. Évidemment, vous n'aurez pas en une semaine pu recruter 500 personnes, rassurez-moi. Ou alors vous êtes extrêmement rapide. On est presque magicien. C'est ça, c'est Astérix, c'est la potion magique. C'est ça, c'est la potion magique. On a déjà presque recruté nos effectifs pour les vacances. Là où il nous manque encore du personnel à l'heure actuelle, c'est effectivement sur la partie hôtellerie-restauration. Et idéalement, pour les vacances de la Toussaint, il aurait fallu qu'on recrute encore pas loin d'une centaine de personnes. Donc ça veut dire qu'il vous manque 100 personnes, ça veut dire que stratégiquement, les managers, ceux qui organisent la vie de ce parc Astérix, qui est un lieu effectivement formidable à 35 km de Paris, ça veut dire que vous allez faire des choix, fermer des restaurants, réorganiser le site par manque de personnel ? Alors, on va éviter d'en arriver jusque-là. Nous, on lâche pas le morceau, donc on continue nos recrutements jusqu'à la dernière minute, en sachant qu'on va avoir vraiment besoin de personnel à partir du milieu de la semaine prochaine, à partir du moment où on va avoir un pic de fréquentation. Et ensuite, on trouvera probablement d'autres solutions, comme le recours aux agences d'intérim, par exemple. C'est ça. Faites-nous rêver, les hôtels sont complets, parce qu'il y a d'un côté une pénurie en matière de recrutement, mais j'ai le sentiment quand même qu'après une année et demie de confinement, les Français ont envie de bouger. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les hôtels, les restaurants sont réservés? Est-ce que vous sentez qu'il y aura une affluence à la Toussaint? Oui, on l'avait observé à l'ouverture du parc au mois de juin. Dès que les visiteurs ont pu retrouver le parc Astérix, ils ont été au rendez-vous. Et on a de très belles fréquentations qui s'annoncent pour les vacances de la Toussaint, oui. Bon, espérons que le temps soit avec vous. Faites-nous rêver. Je me souviens, quand je suis passé dans votre parc il y a très très longtemps, il y avait un grand 8 qui était formidable. Il y est toujours? Goudurix, oui, il y est toujours. Goudurix, c'est ça, c'était Goudurix. Très bien. Merci en tout cas d'être venue sur notre plateau, Fathia Guessier. Je rappelle, vous êtes la responsable du recrutement au parc Astérix qui appartient à la Compagnie des Alpes. Et au moment où nous nous parlons, alors vous dites que vous ne lâchez pas le morceau, il reste encore 100 postes à pourvoir. Pour ceux qui nous regarderaient, ces 100 postes qui se trouvent sur quoi? Sur de l'accueil, sur du parc, sur quels sont les types de postes pour peut-être affiner un tout petit peu votre demande? Alors, pour tous les postes pour lesquels on recrute, tout d'abord, il n'y a pas de condition d'expérience ou de compétence. On recrute des débutants et on va principalement recruter pour les restaurants du parc sur des postes d'employés polyvalents. Et on va recruter pour les hôtels des serveurs, du personnel de chambre et du personnel en cuisine. Voilà, écoutez, c'est dit. Merci à vous d'être venu. Donc évidemment, comme on dit, vous êtes sous l'eau. C'est peut-être ce qui explique le fait que vous n'ayez pas pu vous rendre disponible pour venir sur notre plateau, parce que vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. La Toussaint, c'est dans une semaine. Et le parc Astérix est ouvert, vous l'aurez entendu, à travers la voix de Fathia Guessier, en charge du recrutement. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment, comme chaque jour. Je remercie Mani à la réalisation. Je remercie Guillaume pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette aventure de Smart Job. Je serai là demain, rassurez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.